19 décembre 1944, Verdun, France. 16 commandants alliés supérieurs sont assis dans une pièce glaciale. La bataille des Ardennes fait rage à 80 km au nord, la plus grande bataille jamais menée par l'armée américaine. La 101e division aéroportée est encerclée à Bastogne. Eisenhower demande « Dans combien de temps pouvez-vous attaquer ?» Montgomery répond « Une semaine ». D'autres disent 10 jours. Patton se lève. « Je peux attaquer avec 3 divisions en 48 heures. » La pièce devient silencieuse. Bradley fixe son vieil ami, pensant qu'il a perdu l'esprit. C'est impossible. Toute la 3e armée de Patton fait face à l'Est, attaquant en Allemagne. Pour atteindre Bastogne, il faut tourner 250 000 hommes de 90 degrés dans le pire hiver depuis des décennies et attaquer en montée face aux blindés allemands. Mais le 26 décembre, 7 jours plus tard, les chars de Patton percent jusqu'à Bastogne et Bradley dit quelque chose dont il se souviendra le reste de sa vie. C'est cette histoire. 18 décembre 1944, nuit. Le lieutenant-général Omar Nelson Bradley était assis au quartier général de son groupe d'armée numéro 12 à Luxembourgville, étudiant les rapports de reconnaissance avec une alarme croissante. Pendant 2 jours, les forces allemandes avaient traversé la forêt des Ardennes. Le terrain supposément impénétrable où le renseignement allié lui avait assuré qu'aucune offensive majeure ne pouvait se produire. Ces assurances s'avéraient maintenant catastrophiquement erronées. L'ampleur de l'offensive allemande était stupéfiante. Plus de 200 000 soldats allemands, soutenus par près de 1000 chars, avaient déferlé sur le secteur du 6e corps américain, tenu faiblement. Les unités étaient dispersées, les communications perturbées, le commandement et le contrôle s'effondraient. Certaines divisions américaines s'étaient simplement désintégrées sous l'assaut. D'autres se battaient désespérément en se repliant vers l'ouest. Bradley décrocha le téléphone et appela le lieutenant-général George Smith Patton Jr., commandant la 3e armée au sud. La conversation deviendrait légendaire, dramatisée plus tard dans des films, mais ne capturant jamais pleinement l'attention de ce moment. « Brad, j'ai une tête de pont sur la Sarre », commença Patton avec enthousiasme. « Je suis en route vers l'Allemagne. » La 3e armée avait martelé les défenses allemandes pendant des semaines, réalisant enfin une percée. Patton se préparait à exploiter le succès avec le type de poussée blindée rapide qu'il avait rendu célèbre à travers la France en août. « Attends une minute, George », l'interrompit Bradley. « Il y a beaucoup de problèmes au nord », expliqua-t-il la situation. Une offensive allemande massive, des divisions entières écrasées, le front s'effondrant. Bradley avait besoin que Patton envoie sa division blindée numéro 10 au nord immédiatement pour aider à stabiliser la situation. Patton s'opposa. Sans la division blindée numéro 10, il ne pouvait pas exploiter sa percée à Sarrebruck. Tout ce pourquoi la 3e armée s'était battue au cours du mois précédent serait gaspillé. Mais Bradley insista. La situation était critique. Eisenhower voulait que tous les commandants supérieurs à Verdun le lendemain matin pour une conférence d'urgence. Après avoir raccroché, Patton fit quelque chose qui s'avérerait décisif. Malgré sa frustration, il reconnut que l'offensive allemande pouvait être plus qu'une attaque de diversion. Son officier du renseignement, le colonel Oskar Koch, avait averti pendant des semaines des accumulations allemandes face aux Ardennes. Patton avait rejeté les préoccupations concernant son propre secteur. La 3e armée faisait face au sud et à l'est, pas au nord. Mais la méthodologie de Koch était solide. Patton convoqua son état-major. Les Allemands ont lancé une offensive majeure à travers les Ardennes. Il leur dit « Eisenhower veut que nous soyons à Verdun demain matin. Je soupçonne que nous allons recevoir l'ordre de tourner vers le nord et d'attaquer le flanc allemand. » Ces officiers d'état-major échangèrent des regards. Tourner vers le nord ? Toute la 3e armée était orientée vers l'est et le sud. Tourner de 90 degrés tout en maintenant l'efficacité au combat serait extraordinairement difficile. Commencez la planification, ordonna Patton. Je veux 3 plans. Premièrement, une attaque vers le nord avec 3 divisions. Deuxièmement, une attaque avec 4 divisions. Troisièmement, une attaque avec 6 divisions. Ayez-les prêts demain matin. Ces officiers d'état-major pensaient qu'il était trop optimiste. Eisenhower n'ordonnerait certainement pas une réorientation aussi massive si rapidement. Mais Patton comprenait quelque chose que ses pairs oubliaient souvent. Dans la guerre de mouvement, le tempo compte plus que la préparation parfaite. L'offensive allemande créait à la fois une crise et une opportunité. Crise pour les forces alliées prises dans l'assaut, mais opportunité pour une puissante contre-attaque sur le flanc allemand.
Si la troisième armée pouvait pivoter vers le nord assez rapidement, Patton pouvait frapper les forces allemandes tandis qu'elles étaient surextendues et concentrées sur leur avance vers l'ouest. Tout au long de cette nuit, les officiers d'état-major de la troisième armée travaillèrent frénétiquement. Ils étudièrent les cartes de la région des Ardennes, tracèrent les réseaux routiers, calculèrent les besoins en carburant, rédigèrent les ordres de mouvement. La logistique était stupéfiante. Déplacer des centaines de milliers de soldats, des dizaines de milliers de véhicules et des montagnes de fournitures de 90 degrés dans des conditions hivernales semblait presque impossible. Bradley, pendant ce temps, affrontait sa propre crise de confiance. En tant que commandant du groupe d'armée numéro 12, la responsabilité du secteur des Ardennes lui incombait finalement. Il avait accepté les évaluations du renseignement qui jugeaient la région inadéquate pour les opérations allemandes majeures. Il avait positionné des divisions inexpérimentées là, croyant que c'était un secteur calme où les troupes vertes pouvaient acquérir l'expérience du combat en toute sécurité. Ces décisions semblaient maintenant catastrophiquement erronées. 19 décembre 1944, 11 h du matin. La salle de conférence à la citadelle de Verdun était glaciale. 16 commandants alliés supérieurs étaient assis enveloppés dans de lourds manteaux, leur souffle visible dans l'air froid. Le commandant suprême, le général Dwight David Eisenhower, appela la réunion à l'ordre avec sa directivité caractéristique. La situation présente doit être considérée comme une opportunité pour nous et non comme un désastre. La déclaration semblait absurde. Les forces allemandes avaient enfoncé un énorme renflement dans les lignes alliées, d'où le nom éventuel de la bataille. Les pertes américaines augmentaient d'heure en heure. Les unités étaient dispersées à travers les Ardennes. Les communications restaient chaotiques, mais l'instinct stratégique d'Eisenhower était juste. L'offensive allemande avait retiré ses réserves des positions défensives. Si les forces alliées pouvaient freiner l'avance et contre-attaquer, elles pourraient piéger et détruire des forces allemandes importantes. Eisenhower décrivit la situation. L'offensive allemande visait à traverser la Meuse, à capturer Anvers et à diviser les forces alliées. La ville de Bastogne, un carrefour où 7 routes majeures convergeaient, était critique pour les plans allemands. La 101e division aéroportée, retirée de la réserve, avait atteint Bastogne quelques heures seulement avant que les forces allemandes ne l'encerclent. Maintenant, les parachutistes étaient assiégés avec des éléments de la division blindée numéro 10 et d'autres unités dispersées. « Nous devons tenir Bastogne », déclara Eisenhower. Les Allemands avaient besoin de ces routes. Les leur refuser Bastogne ralentirait toute leur offensive, mais tenir signifiait soulager la garnison encerclée avant qu'elle ne manque de munitions, de nourriture et de fournitures médicales. Eisenhower se tourna vers Patton. « George, dans combien de temps pouvez-vous attaquer vers le nord avec une force importante ?» Ce qui se passa ensuite entra dans la légende militaire. Patton se leva et s'approcha de la carte de situation. « Je peux attaquer avec 3 divisions le 22 décembre, déclara-t-il sans détour. 48 heures à partir de maintenant. » La pièce explosa. Plusieurs commandants rirent, pensant que Patton plaisantait ou faisait de l'esbrouf. Les officiers britanniques levèrent les yeux au ciel. De la pure fanfaronnade américaine. Même Bradley était sceptique. Il connaissait la tendance de Patton aux prédictions optimistes et à la rhétorique agressive. « Quand pouvez-vous commencer ?» pressa Eisenhower, voulant une évaluation réaliste. « Le matin du 22 décembre, répéta Patton, avec 3 divisions, la 4e blindée, la 26e infanterie et la 80e infanterie. » Le chef d'état-major de Bradley se pencha et chuchota. « Il bluffe, il n'y a aucun moyen. » Mais Patton ne bluffait pas. Tandis que son état-major avait travaillé toute la nuit pour préparer des plans d'urgence, Patton avait déjà pris sa décision. Il exécuterait le plan d'attaque de 3 divisions. La division blindée numéro 4 menant comme fer de lance, avec 2 divisions d'infanterie fournissant un soutien de flanc. L'objectif, avancer vers le nord depuis la région d'Arlon, percer les lignes allemandes au sud de Bastogne et soulager la 101e division aéroportée. Bradley connaissait Patton assez bien pour reconnaître qu'il était sérieux. Ils avaient été amis depuis West Point, avaient desservi ensemble pendant des décennies. Patton ne faisait pas de promesses qu'il ne pouvait pas tenir, pas dans les opérations de combat. Mais même en connaissant les capacités de Patton, Bradley trouvait le calendrier presque impossible à croire. « C'est un ordre difficile, George », dit Bradley avec prudence. La réponse de Patton était caractéristique. « Nous le ferons. Mon état-major a déjà préparé les ordres de mouvement.
Les unités sont en attente d'exécution. Nous attaquerons le 22. Montgomery, commandant le groupe d'armée numéro 21 au nord du renflement, déclara qu'il pouvait lancer sa contre-offensive. Pas avant le 1er janvier. Il avait besoin de temps pour organiser correctement les forces massives, assurer les fournitures adéquates. Cette approche méthodique était typique de Montgomery, approfondie, prudente, réticente à attaquer avant que tout soit parfait. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant. Montgomery avait besoin de 2 semaines, Patton promettait 48 heures. Eisenhower, pris entre la prudence britannique et l'agressivité américaine, prit sa décision. Patton attaquerait au sud du renflement le 22 décembre. Montgomery organiserait la contre-offensive du Nord pour début janvier. Alors que la conférence se terminait, Bradley tira Patton à l'écart. « George, tu ferais mieux de tenir ta promesse. Toute la structure de commandement allié vient de t'entendre promettre l'impossible. » La réponse de Patton était simple. « Je serai à Bastogne pour Noël. 19 décembre, 21 décembre 1944. » Ce qui suivit fut l'une des manœuvres militaires les plus remarquables de l'histoire américaine. La 3e armée avait environ 250 000 soldats, plus de 130 000 véhicules, et était activement engagée dans des opérations de combat contre les forces allemandes à l'est et au sud. Maintenant, elle devait se désengager, pivoter de 90 degrés et attaquer vers le nord, tout en maintenant l'efficacité au combat dans le pire temps hivernal en 38 ans. La logistique était stupéfiante. Les routes de la région étaient étroites, glacées et encombrées de trafic militaire se déplaçant dans plusieurs directions. Les camions-citernes devaient naviguer sur les mêmes routes que les unités de combat. Les bataillons d'artillerie devaient se relocaliser depuis les positions de tir sur la Sarre vers de nouvelles positions face au nord. Les réseaux de communication devaient être complètement reconfigurés. Les dépôts de ravitaillement établis pour les opérations vers l'Est devaient être abandonnés ou relocalisés. L'état-major de Patton travaillait 24 heures sur 24. Les ordres de mouvement furent envoyés à chaque division, régiment, bataillon. Les ingénieurs préparèrent les itinéraires, les marquant avec des panneaux pour empêcher les unités de se perdre dans la confusion. La police militaire fut positionnée au carrefour critique pour diriger le trafic. Les dépôts de carburant furent établis le long des itinéraires pour maintenir les véhicules en mouvement. Le temps était brutal. Les températures chutèrent en dessous de zéro. La neige mélangée à la pluie verglaçante créa des conditions routières traîtres. Les soldats qui s'étaient battus dans des conditions relativement sèches au sud affrontaient maintenant toute la fureur de l'hiver des Ardennes. Les véhicules tombaient en panne à cause du froid. Les gelures et le pied de tranchées devinrent des préoccupations immédiates. Mais la réputation de Patton pour la discipline stricte et l'entraînement intensif porta ses fruits. Les unités de la 3e armée exécutèrent leurs ordres de mouvement avec une efficacité remarquable. Les commandants d'unités comprenaient que la vitesse comptait plus que le positionnement parfait. Mettre les forces en action rapidement était mieux que d'attendre d'arranger tout idéalement. La division blindée numéro 4, sélectionnée comme fer de lance, commença à se déplacer vers le nord le 19 décembre. Cette formation aguerrie au combat avait combattu à travers la France depuis la percée de Normandie. Ses soldats étaient expérimentés, ses chefs compétents, son équipement bien entretenu. Mais même la division blindée numéro 4 n'avait jamais tenté quelque chose comme cela, se déplaçant sur plus de 160 km dans des conditions hivernales, puis attaquant immédiatement les défenses allemandes préparées. La division d'infanterie numéro 26, commandée par le major général Willard Paul, suivit. Cette division avait vu des combats intenses en Lorraine et avait subi des pertes importantes, mais ses soldats étaient durs et déterminés. Derrière eux vint la division d'infanterie numéro 80, sous le commandement du major général Horace McBride, une autre formation expérimentée qui avait gagné le respect de Patton par les combats acharnés. Le 21 décembre, les 3 divisions étaient en position au sud de Bastogne. Elles avaient découvert des distances allant de 120 à plus de 240 km, selon les positions de départ. Le mouvement avait été exécuté en 48 à 72 heures, exactement comme Patton l'avait promis. Bradley, observant depuis le quartier général du groupe d'armée numéro 12, était stupéfait. Il avait douté que Patton puisse tenir sa promesse. Maintenant, les forces de la 3e armée étaient positionnées pour attaquer selon le calendrier, malgré les défis qui auraient dû rendre l'opération impossible. Le 22 décembre, les forces de Patton attaquèrent vers le nord.
la division blindée numéro 4 mena l'assaut, se dirigeant vers Bastogne à travers des positions allemandes fortement défendues. Les combats furent immédiatement féroces. Les forces allemandes, surprises par la rapidité de la réaction américaine, avaient néanmoins positionné de fortes défenses au sud de Bastogne. Elles reconnaissaient que soulager la garnison assiégée minerait toute leur offensive. Le temps continua à entraver les opérations. Le brouillard, la neige et les conditions nuageuses empêchèrent le soutien aérien. L'artillerie eut du mal à maintenir le soutien du feu tout en se déplaçant vers l'avant. L'infanterie avança à travers des forêts gelées où les défenseurs allemands avaient préparé des positions d'embuscade. Les batailles de chars éclatèrent sur les routes glacées où la manœuvre était presque impossible. Les progrès se mesuraient en centaines de mètres, parfois moins. Les villages devinrent des forteresses où chaque bâtiment nécessitait un dégagement. Les contre-attaques allemandes frappèrent les flancs américains. Les pertes augmentèrent, mais les forces de la 3e armée maintinrent l'élan offensif. Elles ne s'arrêtèrent pas pour consolider ou se réorganiser. Elles attaquèrent, avancèrent, attaquèrent à nouveau. 23 décembre, 26 décembre 1944. À l'intérieur de Bastogne, la situation devint de plus en plus désespérée. Le brigadier général Anthony Clément Macauliffe, commandant par intérim de la 101e division aéroportée, maintint le moral par la force de sa personnalité et la dureté des parachutistes eux-mêmes. Quand les commandants allemands envoyèrent un ultimatum de reddition le 22 décembre, la réponse d'une seule parole de Macauliffe, « Noix », devint légendaire. Mais les réponses légendaires ne résolvaient pas les problèmes fondamentaux de la garnison. Les munitions diminuaient, les fournitures médicales étaient rares et les soldats blessés avaient dit besoin d'être évacués. Le 23 décembre, le temps s'éclaircit enfin. La puissance aérienne alliée, immobilisée pendant des jours par le brouillard et les conditions nuageuses, frappa les positions allemandes avec un effet dévastateur. Des centaines d'avions de transport C-47 larguèrent des fournitures à la garnison de Bastogne. Les parachutistes se précipitèrent pour récupérer les conteneurs de munitions, de rations et de fournitures médicales. Le moral monta en flèche. Ils n'étaient pas abandonnés, mais le soulagement dépendait toujours de l'avance de Patton. Au sud de Bastogne, la division blindée numéro 4 avança péniblement contre une résistance allemande opiniâtre. La division était organisée en 3 commandements de combat, de petites unités flexibles combinant chars, infanterie et artillerie. Le commandement de combat B, dirigé par le lieutenant-colonel Creighton Williams Abrams Jr., fut le fer de lance de la poussée principale. Abrams était un tanker de tankers, agressif, compétent, sans peur. Ses soldats lui faisaient complètement confiance. Le 26 décembre, Abrams reçut l'ordre de percer jusqu'à Bastogne, quel qu'en soit le coût. Il organisa un groupe de travail autour de la compagnie C du bataillon de chars numéro 37 et d'éléments du bataillon d'infanterie blindée numéro 53. L'objectif, avancer directement sur la route d'Asnois à Bastogne, environ 6 km à travers les forces allemandes qui se tenaient main sur le chemin. L'attaque commença à 15 h. Les chars Sherman, les demi-chenilles d'infanterie et les véhicules de soutien chargèrent sur la route en colonne. Les forces allemandes, surprises par l'audace de l'assaut, réagirent avec le feu anti-chars et les armes légères. Les chars américains tirèrent en mouvement, supprimant les positions allemandes. L'infanterie dégagea les maisons et les points forts. La colonne continua à avancer. À 16h50, le lieutenant Charles Bogues, commandant le char de tête Cobra King, s'approcha du périmètre de Bastogne. Il se tenait dans l'écoutille de sa tourelle, agitant un panneau d'identification orange. Les soldats du bataillon du génie aéroporté numéro 326, tenant les positions du périmètre, reconnurent les chars américains s'approchant du sud. Ils avaient été soulagés. La nouvelle se propagea instantanément à travers Bastogne. La 101e division aéroportée, assiégée pendant 7 jours, n'était plus coupée. En quelques heures, les convois de ravitaillement commencèrent à entrer dans la ville. Les soldats blessés furent évacués. Les munitions fraîches arrivèrent. Le soulagement avait réussi. Quand Bradley reçut la confirmation que les forces de Patton avaient à percer jusqu'à Bastogne, sa réaction fut complexe. La fierté de la réussite des soldats américains se mêlait au soulagement que l'opération risquée avait réussi, mais aussi à l'étonnement de ce que Patton avait réalisé. En 7 jours, pas les 48 heures promises pour le début de l'attaque,
mais un laps de temps étonnamment court néanmoins. Patton avait tourné une armée entière, combattu à travers les défenses allemandes, préparé et soulagé une garnison assiégée que beaucoup craignaient d'être écrasée. Bradley appela Patton personnellement. La conversation fut brève. « George, félicitations, tu l'as fait. » La réponse de Patton était caractéristique. La 101e n'avait pas besoin d'être secourue. Il se débrouillait bien. Nous avons juste ouvert la porte pour qu'il puisse continuer le combat. Cet échange captura la relation complexe entre la 101e division aéroportée et la force de soulagement de Patton. Les parachutistes s'irritaient des suggestions selon lesquelles ils avaient été secourus. Ils avaient tenu Bastogne contre des probabilités écrasantes, repoussé plusieurs assauts allemands et maintenu l'efficacité au combat tout au long du siège. La réponse, Noix, de McAuliffe incarnait leur esprit de défi, mais la réalité pratique était indéniable. Sans le soulagement de Patton, la garnison aurait finalement été écrasée ou forcée de se rendre. Les munitions étaient presque épuisées, les fournitures médicales étaient dangereusement faibles, les forces allemandes entourant la ville surpassaient considérablement les défenseurs. Le siège n'aurait pas pu continuer indéfiniment. 27 décembre 1944, janvier 1945. Le soulagement de Bastogne n'a pas mis fin à la bataille. Pendant 3 semaines supplémentaires, des combats féroces firent rage autour de la ville alors que les forces allemandes tentèrent de la reprendre et que les forces alliées travaillaient à éliminer le renflement entier. Mais la signification symbolique et stratégique du soulagement de Bastogne fut immédiate et profonde. L'évaluation de Bradley de la réussite de Patton évolua dans les jours suivant la percée. Dans ses notes personnelles et plus tard dans ses mémoires, Bradley réfléchit à ce que la 3e armée avait réalisé. Ses commentaires révélaient à la fois le jugement militaire professionnel et la compréhension personnelle des capacités uniques de Patton. « George l'a fait mieux et plus vite que je n'avais le droit de l'espérer », écrivit Bradley. C'était un éloge élevé de la part d'un commandant connu pour son expression sobre. Bradley reconnut que la promesse de 48 heures de Patton se référait au lancement de l'attaque, non à l'achèvement du soulagement, mais même en tenant compte de cette distinction. La rapidité de la réaction de la 3e armée était remarquable. Ce qui impressionna le plus Bradley n'était pas seulement la rapidité du mouvement, mais l'efficacité au combat maintenue tout au long de l'opération. La 3e armée ne s'est pas simplement précipitée vers le nord en désordre. Elle exécuta une manœuvre coordonnée qui maintint la cohésion des unités, préserva le commandement et le contrôle et livra les forces prêtes à combattre immédiatement à l'arrivée. Cela nécessitait un travail d'état-major exceptionnel, un leadership expérimenté et des soldats bien entraînés. Bradley reconnut également le risque opérationnel que Patton avait accepté. En engageant 3 divisions pour le soulagement de Bastogne, la 3e armée avait affaibli ses positions face à l'est et au sud. Les forces allemandes auraient pu contre-attaquer sur les flancs exposés de la 3e armée. Les lignes d'approvisionnement étaient dangereusement étirées. Si le soulagement avait échoué, ou si les forces allemandes avaient lancé des contre-attaques réussies ailleurs, Patton aurait affronté des critiques sévères. Mais Patton avait calculé correctement que la vitesse comptait plus que la sécurité parfaite. Dans la guerre de mouvement, le tempo et l'initiative surpassent souvent la prudence. En attaquant rapidement, la 3e armée saisit l'initiative des forces allemandes, toujours concentrées sur leur avance vers l'ouest. L'impact psychologique seul était important. Les commandants allemands devaient détourner l'attention et les ressources pour contrer la poussée de la 3e armée, affaiblissant leur effort principal. Le 14 janvier 1945, le général Eisenhower visita Bastogne pour décerner des décorations aux soldats qui avaient défendu la ville. Parmi les récipiendaires se trouvait le brigadier général McAuliffe, qui reçut la croix du service distingué. Patton assista à la cérémonie, tout comme Bradley. Les photographes capturèrent le moment. Patton épinglant des médailles sur les parachutistes, serrant la main à McAuliffe, inspectant la ville dévastée. Après la cérémonie, Bradley tira Patton à l'écart. Leur conversation fut privée, mais Patton enregistra dans son journal les commentaires de Bradley. Brad m'a dit que la réaction de la 3e armée à Bastogne était l'opération la plus brillante de la guerre. Il a dit que les historiens l'étudieraient pendant des générations. C'était un éloge extraordinaire de la part de Bradley, qui n'était pas enclin à l'hyperbole. En tant que commandant du groupe d'armée numéro 12, il avait la supervision de toutes les opérations terrestres américaines en Europe.
Il avait été témoin de chaque campagne majeure de Normandie à la frontière allemande. Pour lui, d'appeler Bastogne l'opération la plus brillante de la guerre reflétait une véritable admiration professionnelle. Les déclarations publiques de Bradley étaient plus mesurées, mais tout aussi complimentaires. Lors des conférences de presse, il souligna la réussite de la 3e armée comme démontrant la capacité des soldats américains pour une réaction rapide et des opérations offensives soutenues dans des conditions difficiles. Il loua non seulement Patton, mais toute la 3e armée, les commandants, les officiers d'état-major et surtout les soldats qui avaient exécuté l'opération dans des conditions brutales. Des années plus tard, après la fin de la guerre, Bradley réfléchit plus philosophiquement au soulagement de Bastogne par Patton. Dans ses mémoires, l'histoire d'un soldat, il écrivit « L'heure la plus brillante de Patton, peut-être, vint dans cette réaction brillante à la percée allemande dans le renflement. Il tourna une armée entière sur un sou, la poussa à travers un temps terrible dans un combat désespéré et livra précisément ce qu'il avait promis. La relation entre Bradley et Patton était complexe, de vieux amis, des rivaux professionnels, des commandants avec des styles très différents. Bradley était méthodique, prudent, diplomatique. Patton était agressif, impulsif, souvent tactless. Mais à Bastogne, les qualités uniques de Patton produisirent des résultats qui validèrent à la décision de Bradley de le maintenir au commandement malgré les controverses répétées. La défense de Bastogne par la 101e division aéroportée et l'opération de soulagement de la 3e armée devinrent l'un des épisodes les plus célèbres de la guerre. Elle démontra la résilience américaine, la flexibilité tactique et l'importance du leadership agressif. Pour Bradley, elle valida sa confiance dans l'efficacité au combat de Patton. Pour Patton, c'était la rédemption après les incidents de gifles et les mois d'exil. Pour les soldats des deux forces, c'était la preuve qu'ils pouvaient égaler et vaincre les meilleures troupes de l'Allemagne dans les conditions les plus difficiles.